Voilà, retour sur ce plateau de l'édition spéciale. Ce sera donc plutôt un second entretien, cette fois-ci avec Laurence Ndong, qui est installée en multiplex depuis Paris, avec qui nous allons toujours échanger sur les grands enjeux politiques au Gabon et évoquer aussi cette opposition gabonaise, elle qui a énormément soutenu, on se souvient, Jean Ping, pendant qu'il contestait bien sûr les résultats de la présidentielle. Laurence Ndong, merci de nous retrouver en direct. Vous êtes en multiplex et c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir cet après-midi. Bonsoir, merci à Afrique Média TV de me recevoir. Alors quand on vous regarde, on se demande si voilà, si vous avez changé, parce qu'on vous avait vu extrêmement active, je ne vais pas dire virulente, dans la contestation contre Ali Bongo Ondimba. Vous étiez vraiment de tous les fronts de contestation. Et aujourd'hui, on se demande si Laurence Ndong est restée la même, dans cette même dynamique, ou alors vous êtes aujourd'hui dans un rôle plus calme, qui pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, vous propulser vous-même au devant de la scène en 2023, pourquoi pas. Le sens de mon engagement, ce n'est pas envers une personne, envers un individu ou contre un individu. Il s'agit pour nous, pour moi et pour ceux qui pensent comme moi, nous nous battons pour la liberté, la démocratie et la souveraineté de notre peuple et de notre pays. Et ce qui s'est passé en 2016, ça a simplement été une confiscation de la souveraineté du peuple gabonais, parce que lorsqu'on appelle un peuple aux urnes, c'est pour que le verdict des urnes soit respecté. Et cela fait une trentaine d'années au Gabon que l'opposition remporte toutes les élections présidentielles, mais que celles-ci sont confisquées par le régime en place. Et donc, une énième fois, le peuple gabonais a été bafoué, il a été floué, et il s'agissait donc de revendiquer, de se battre pour la souveraineté du peuple gabonais. Et par rapport à cela, mon positionnement n'a nullement changé. Je continue à me battre pour la liberté, la démocratie et la souveraineté du peuple gabonais. Et ce combat ne cessera que lorsque cette dictature sera tombée et que notre pays pourra à nouveau être construit et avoir le rayonnement qui doit être le sien dans le concert des nations, et que les Gabonais auront enfin le niveau de vie qu'ils méritent selon les richesses de leur pays. Justement, des Gabonais, il faut quand même rappeler qu'ils ne sont pas, vous avez bien fait d'ailleurs de préciser par rapport au niveau de richesse de leur pays, ils ne sont pas parmi les derniers sur le continent africain. Laurence Ndong, en parlant déjà de votre engagement politique, est-ce qu'on ne va pas dire qu'il faut s'attendre à ce que vous puissiez évoluer peut-être vers un rôle qui soit moins actif sur le terrain, comme on a pu le voir en 2016, vers un rôle qui soit davantage sur place même au Gabon, peut-être un engagement dans une élection, député, ou alors peut-être présidentielle de 2023? Alors la première chose que je voudrais dire par rapport à votre question, c'est que le niveau les richesses du Gabon place ce pays parmi les pays les plus riches d'Afrique subsaharienne et même du monde. Sauf que le niveau de vie des Gabonais fait que la population est l'une des plus pauvres au monde. Parce que quand on classe les pays par indice humain de développement, le Gabon est en queue de peloton. Et c'est valable pour tous les autres indicateurs sociaux en termes de santé, d'éducation, d'accès à l'eau potable, d'accès à l'électricité et même aux infrastructures structurantes. Donc, et c'est cela l'énorme paradoxe dans lequel vit le peuple gabonais. On a un peuple extrêmement pauvre dans un pays immensément riche. Et c'est ce paradoxe qu'il convient de corriger. Alors, vous parlez d'échéance électorale et peut-être d'un rôle un peu plus posé sur le terrain. Je pense que je suis sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Aujourd'hui, que l'on soit au Gabon, que l'on soit à l'étranger, les réseaux sociaux, c'est le terrain, c'est aussi le terrain. Le terrain n'est pas que physique. On a vu aujourd'hui que tous les grands hommes politiques de ce monde utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer et pour parler à leur population. Sinon, on n'aurait pas vu Donald Trump être suspendu de Twitter et de Google comme on l'a vu, et d'Instagram comme on l'a vu récemment. Donc, nous sommes sur le terrain. Je suis sur le terrain. Alors, pour ce qui concerne les élections, notre priorité, la priorité de l'opposition à laquelle j'appartiens, c'est de se battre pour la libération du Gabon. Et cette opposition n'attend pas une élection pour se battre, pour faire tomber le système Bongo PDG. Nous l'avons vu, le système Bongo PDG confisque les élections présidentielles depuis 1993. Il confisque d'ailleurs
toutes les élections parce que pour se maintenir au pouvoir, une dictature prend toujours en otage les institutions et surtout celles qui ont en charge les élections. Et donc, nous travaillons à unir nos forces, chacun dans son registre, pour libérer le Gabon et pour donner à son peuple sa pleine souveraineté. Et donc, c'est le sens de notre engagement. Nous n'attendons pas une élection présidentielle pour le faire. Parce qu'une dictature, pour tomber, n'a pas toujours besoin d'élections. Au contraire, souvent les élections les aident à se maintenir par le feu et par le sang contre la vie de la population. Et c'est contre ça que nous battons et nous travaillons pour arriver à bout de ces dictatures avec ou sans élections. On vous a vu soutenir, je le disais tout à l'heure, pousser la contestation de l'élection d'Ali Bongo Ondimba en soutenant Jean Ping. Est-ce qu'on va dire qu'au sein de cette opposition gabonaise aujourd'hui, c'est toujours Jean Ping pour 2023 ? Ou alors voyez-vous déjà une autre figure qui pourrait mieux porter justement cette soif, permettez-moi de le dire comme ça, d'alternance dans votre pays que vous exprimez ? En 2016, M. Jean Ping était le choix consensuel de l'opposition gabonaise. Et au-delà de Jean Ping, c'est le peuple gabonais qui a été floué. Vous savez, en Afrique, nous avons cette manie de personnaliser le pouvoir, de personnaliser les causes. Lorsqu'on se bat pour le respect de la démocratie, pour le respect du résultat des urnes, pour le respect de la souveraineté d'un peuple, on ne se bat pas pour le candidat qui a gagné l'élection. On se bat d'abord pour le peuple. C'est le peuple gabonais qui est floué. Et le peuple gabonais a été floué quel que soit le candidat qui s'est présenté. Depuis 1993 avec Paul Mbabessol, ensuite avec M. Pierre Mamboundou, puis avec M. André Mbobam, et cette fois avec M. Jean Ping, le peuple gabonais a toujours été floué. Donc le combat n'est pas celui d'un individu. Le combat n'est pas celui d'un candidat. Le combat est celui d'un peuple qui a été trop longtemps soumis à la misère, à l'injustice, qui vit dans des conditions infâmes, alors même que les richesses de son pays lui permettent de vivre autrement. Parce que le pays est otage d'une minorité. Au Gabon, on ne peut pas parler de majorité présidentielle, parce qu'en réalité, il s'agit d'une minorité présidentielle qui se tient contre la majorité qu'est le peuple gabonais. Et donc, c'est cela le sens du combat. Aujourd'hui, tout le monde parle d'une fameuse élection en 2023. Mais qui vous dit que 2023 va véritablement arriver, parce que celui qui est là à la tête du pays de manière frauduleuse, parce qu'il n'a pas gagné les élections, n'est même plus en mesure de diriger le pays. Ça, c'est un fait. C'est un fait qui est avéré. Il n'est plus en mesure de diriger le pays. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de libérer le Gabon de cette dictature. Et nous travaillons pour cela. Alors, commencez à se projeter. Qui sera le candidat, qui ne sera pas le candidat? Je vous le dis, l'opposition à laquelle j'appartiens, ce pourquoi nous travaillons, c'est de faire tomber cette dictature. Et probablement, ce sera fait avant 2023. 2023, il faudrait que cette opposition gabonaise ait tiré toutes les conclusions déjà de 2016 pour être capable de de ne pas répéter justement ce qui s'est passé cette année-là. Estimez-vous aujourd'hui que cela soit déjà fait? Pensez-vous que, notamment à travers le code électoral ou encore la formation même du conseil électoral, pensez-vous que l'opposition a tiré toutes les conséquences par rapport aux événements de 2016 et qu'aujourd'hui elle se bat? Ou alors est-ce qu'elle a déjà obtenu un certain nombre de garanties qui au moins nous permettent ici de penser que 2023 sera différent? Avec ce régime au pouvoir, ils ont un seul projet de société, c'est se maintenir au pouvoir. Quelles que soient les concessions qu'ils pourraient faire, ils ont un seul projet de société, c'est se maintenir au pouvoir. Et la liberté d'un peuple ne se demande pas, ne se quémande pas, on ne nous la donne pas. Quel que soit l'oppresseur, quel que soit son nom, la liberté s'arrache. Et le peuple gabonais doit arracher sa liberté et sa dignité à cette dictature qui est en place. Elle ne fera pas de concessions. Elle n'en a jamais fait. À chaque élection présidentielle, elle est battue dans les urnes. C'est le même procédé. Elle triche l'élection. Lorsque les Gabonais descendent dans la rue pour réclamer leur vote, elle n'hésite pas à mettre sa milice dans la rue qui tire à balles réelles sur des populations à main nue. Pourquoi voulez-vous qu'elle change soudainement?
En plus, elles se retrouvent empêtrées dans des crimes interminables parce que pour se maintenir au pouvoir, ils doivent tuer. En 2016, ils ont tué des Gabonais. Ils ont tué les jeunes qui se sont simplement levés pour réclamer le respect de leur vote. Pourquoi pensez-vous qu'à la prochaine élection, ils feraient autrement? C'est pour cela que nous travaillons, non pas à négocier avec eux, parce que s'ils voulaient quitter le pouvoir, ils l'auraient déjà fait. Et parce qu'ils ont été battus dans les urnes. Il leur suffisait depuis 1993 et même en 2016 de reconnaître leur défaite. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont opéré un passage en force, falsifiant les résultats de l'élection, ouvrant le feu sur les Gabonais qui ont osé réclamer le respect de leur vote. Ils ne feront pas autrement. Alors, la solution pour nous, c'est de nous mobiliser et c'est ce que nous faisons. Nous travaillons pour arriver à bout de cette dictature et nous y arriverons certainement. Et c'est à cela que nous travaillons. Ne pensez-vous pas qu'il soit donc important de comment, enfin, vous êtes toujours actif, c'est évident. Ne pensez-vous pas que le véritable combat, c'est maintenant et c'est notamment d'obtenir une réforme du Conseil électoral, c'est d'obtenir également, voilà, un règlement en matière de transparence, notamment dans la centralisation des procès-verbaux qui soient plus corrects et qui permettent justement qu'il y ait une véritable transparence dans la centralisation et qu'on ne parle plus, par exemple, des fameux PV du Haut-Ogooué tel qu'on en avait entendu en 2016. Mais je suis en train de vous expliquer que ces gens n'ont qu'un seul objectif, c'est se maintenir au pouvoir. Avant l'élection de 2016, on a dit aux Gabonais, oui, l'opposition est souvent en ordre dispersé, c'est une élection à un seul tour, il faut que l'opposition ait un candidat consensuel. Et d'ailleurs, plusieurs partaient du principe que l'opposition n'y arriverait pas. L'opposition y est arrivée, elle a positionné un candidat consensuel, M. Jean Ping. Il a remporté l'élection à près de 68% des voix. Partout dans le Gabon, il a remporté l'élection, sauf dans le Goué-Vindo. Dans le Haut-Ogooué, il y a eu une fraude. Mais au-delà de la fraude dans le Haut-Ogooué, le ministre de l'Intérieur est venu annoncer les résultats qu'il voulait annoncer. Les résultats qu'ils ont annoncés n'ont rien à voir avec les procès-verbaux. Ils ont décidé unilatéralement de gonfler la population du Haut-Ogooué. Selon le dernier recensement de la population de 2013, la population du Haut-Ogooué s'élevait, toute la population, à 77 000 habitants. Le 31 août 2016, 2 heures avant l'annonce des résultats, ils sont allés sur Wikipédia, ils ont modifié la population du Haut-Ogooué, la portant à 250 000 personnes, ce qui ramenait le collège électoral aux 77 000 en réalité, qui sont l'ensemble de la population. Et ils ont décidé que ces 77 000 s'étaient déplacés à 93% de la population et qu'ils avaient voté à 99% Omar Bongo, Ali Bongo, pardon. Et dans le même temps, celle qui était à la Cour constitutionnelle depuis 30 ans et qui fait partie de la famille Bongo a annulé 21 bureaux de vote dans l'estuaire. 21 bureaux de vote. En flouant la Constitution, puisque ces bureaux de vote annulés n'ont jamais repris l'élection. Donc, ils sont toujours dans la mascarade électorale. Il n'y a rien qui puisse être fait sur lequel ils vont s'accorder pour laisser le pouvoir. Donc, peu importe ce que nous allons faire, la seule chose à faire, c'est de s'assurer qu'ils ne sont plus en fonction pour que les élections soient libres et transparentes. Il faut faire tomber la dictature. C'est le seul moyen d'avoir des élections libres et transparentes et qui respecteront le choix du peuple gabonais. Et c'est ce que nous n'arrêtons pas de dire. Mais tout le monde veut focaliser sur l'élection. Les mêmes organismes des élections, ils sont déjà en train de préparer la fraude. Entre 2017 et 2020, ils ont déjà modifié la Constitution 3 fois. Parce qu'une dictature ne s'accommode pas de la loi. Elle est là pour se maintenir au pouvoir. Si la loi le lui permet, elle s'y soumet. Si la loi ne lui permet pas, elle la modifie, sinon elle la viole tout simplement. Et c'est ce que ces gens font à la tête de notre pays depuis qu'ils y sont. Donc nous ne comptons pas sur eux. Nous ne comptons pas sur leur maniabilité ou sur une pseudo-bonne foi qui ferait que cette fois, ils n'orchestrent pas leur fraude. Et d'autant plus qu'ils ont du sang sur les mains et qu'ils ne veulent pas répondre devant la justice. Parce que la seule façon pour eux de ne pas répondre devant la justice, c'est se maintenir au pouvoir. Donc, ils sont dans ce cercle vicieux où ils sont au pouvoir par la fraude, par le sang. Pour s'y maintenir, ils doivent tuer encore davantage. Donc, le peuple gabonais se mobilise et travaille pour faire tomber cette dictature, comme d'autres dictatures sont tombées dans le monde.
Laurence, donc on va évoluer cette fois-ci pour aborder bien entendu la lutte contre la corruption, l'opération Mamba dans votre pays, avec ses arrestations spectaculaires bien sûr, et aussi le manque de résultats tel que le signalait d'ailleurs tout à l'heure le vice-président Pierre Manganga Moussavou. Alors vous, quel est le regard que vous portez justement sur cette opération-là? Pensez-vous qu'il s'agit réellement d'une opération d'assainissement de la gestion de la fortune publique, ou alors doit-on parler d'opération à tête chercheuse finalement qui permettrait aux politiques de régler un certain nombre de cas en interne? Le régime en place au Gabon a pour fondement la prédation et le pillage des ressources du Gabon. Lorsqu'on a un pays comme le Gabon, qui a une population d'1,8 million habitants, qui est premier producteur de manganèse, qui est 5e pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, qui a du bois, qui a de l'uranium et toutes les autres richesses, et que 70% de sa population vit dans la pauvreté, donc 30% dans l'extrême pauvreté. Vous pensez que les richesses du pays vont où? Les richesses du pays vont où? Le régime en place au Gabon incarne le paroxysme de la corruption. Il ne peut donc pas lutter contre son essence. La lutte contre la corruption débutera véritablement avec le départ de ce régime. Alors laissez-moi vous dire, selon le rapport de la Cour des comptes, notamment le rapport de 2018-2019, le rapport de la Cour des comptes de 2018, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a environ 30, il n'y a que 30% du budget environ qui sont exécutés. Le reste, soit près de 70% du budget, est soustrait par le pouvoir et ses affidés sous forme de queue du budget. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, dans un rapport publié en 2018, dit que entre 2006 et 2012, près de 68% du budget de l'État ont été détournés. Les détournements de deniers publics, la corruption sont l'essence du régime Bongo-PDG. Alors la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est se débarrasser de ce régime. Parce que s'il ne peut pas faire autrement, c'est son essence, c'est sa raison d'exister. Il n'existe que par et pour la corruption. Donc tout ce qui est fait n'est fait que pour faire semblant, pour essayer de se donner une image. D'ailleurs, le dernier rapport sur la corruption de Doing Business, qu'est-ce qu'il a dit? Le dernier rapport sur l'Afrique, il dit que le Gabon est le 3e pays le plus corrompu d'Afrique et c'est le premier pays pour lequel les dirigeants ne font rien pour lutter contre cette corruption. Et ça, je vous cite leurs propres rapports et les rapports internationaux. Donc, les faits sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. La lutte contre la corruption au Gabon ne débutera que lorsque ce régime sera tombé. Il incarne lui-même le paroxysme de la corruption. Et voilà, nous allons très rapidement évoluer pour davantage aborder, bien entendu, 2023, parce que on a décidé à la rédaction de la télévision panafricaine d'en parler maintenant, peut-être pour que les acteurs, puissent, pourquoi pas, mieux nous renseigner ou alors mieux s'orienter dans le sens de ne pas aboutir encore aux événements macabres de 2016. On se souvient, Afrique Média était au cœur de cette présidentielle de 2016. Et Laurence, donc, vous avez dit que vous ne comptez pas nécessairement sur 2023. Pour vous, il faudrait que que ce soit plutôt même une élection anticipée, c'est-à-dire pas organisée par le régime en place. Et on se pose la question, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous êtes hors du Gabon en ce moment. Avez-vous l'impression que les Gabonais soient encore capables aujourd'hui de se mobiliser dans le sens cette fois-ci dans le sens de renverser les institutions? Le peuple gabonais aspire à se libérer. C'est un peuple courageux. C'est un peuple fort. C'est un peuple qui, à chaque fois que son élection est volée, n'hésite pas à sortir dans la rue. Le sang des Gabonais a longtemps jonché le sol de notre pays pour obtenir cette libération, pour obtenir de meilleures conditions de vie. Le peuple gabonais n'est pas le moindre de tous les peuples. Avant lui, d'autres peuples ont vaincu les dictatures. Tous les peuples que nous connaissons aujourd'hui, tous ceux qui se disent grands peuples, toutes les grandes puissances sont devenus ce qu'elles sont, de par les combats menés, les victoires remportées par leur peuple. Le peuple gabonais remportera cette victoire contre la dictature. Il le remportera certainement, parce qu'aucune dictature n'est éternelle. Et contrairement à ce que l'on peut voir,
Parce que dans un contexte où des lois liberticides sont votées tous les jours pour empêcher les rassemblements, où les manifestations sont interdites, réprimées, on a comme l'impression que le peuple est apathique. Mais ce n'est qu'une impression. Tous les peuples semblent apathiques jusqu'au jour où. Tous les peuples semblent indolents jusqu'au jour où. Et nous sommes convaincus, et nous y travaillons. Bientôt, le peuple gabonais se manifestera. Il fera ce qu'il a à faire. Et ce peuple que l'on croit être si indolent, on saura qu'il était en train de se préparer véritablement et qu'il a fait ce qu'il fallait pour arriver à bout de cette dictature. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas inquiets. Ne regardons pas aux apparences. Ceux qui ont la force de l'armée, ceux qui mettent les milices dans les rues pour tirer sur les populations, ils pensent peut-être que la population ne s'organise pas. Qu'ils aillent demander à Ceausescu comment les Roumains s'y sont pris pour le faire tomber. Qu'ils aillent demander à Ben Ali, qu'ils aillent demander à Moubarak qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Les peuples atteignent tous leur seuil de tolérance. Et celui du peuple gabonais est atteint parce que la misère est à son comble, parce que les maux sont à leur paroxysme. Alors les Gabonais savent ce qu'ils ont à faire. Et croyez-moi, le moment venu, ils le feront. Et ce moment est beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. Merci à vous, Laurence. Donc, on va sortir de cet entretien en abordant cette fois-ci le rôle que pourrait jouer la communauté internationale justement dans le combat qui est le vôtre. En 2016, on avait eu l'impression que vous aviez le soutien de cette communauté internationale et puis après, il y a eu comme un retournement de situation et puis cette même communauté internationale vous a demandé de savoir, enfin, de privilégier le dialogue et de privilégier également la paix, etc. Et au final, on s'est retrouvé avec Ali Bongo investi. Alors, dans l'approche qui est la vôtre aujourd'hui, quel est le rôle que vous attribuez à cette communauté internationale, si jamais elle a un rôle? Vous venez de le dire, si jamais elle a un rôle. Les peuples africains ne doivent pas attendre l'autorisation de qui que ce soit pour défendre ou acquérir leur souveraineté. Je l'ai dit tout à l'heure, toutes les grandes puissances sont devenues ce qu'elles sont à partir des mouvements de libération portés par leur peuple. Les Américains ont fait la guerre de l'indépendance face aux Anglais. Les Français ont fait la Révolution française. Les Chinois ont fait leur révolution. Pour prendre un exemple en Afrique, même les Sud-Africains sont arrivés à bout de l'apartheid. La liberté et la souveraineté sont une conquête et non un don. La liberté et la souveraineté ne se donnent pas. Elles s'arrachent. Et le peuple gabonais travaille pour arracher sa liberté et sa souveraineté. C'est d'abord sa responsabilité. La communauté internationale ne fait que acter ce qui est fait par les peuples. Alors il nous revient d'œuvrer pour donner de la force à ce peuple, pour l'organiser. Et c'est ce qui est en train d'être fait, pour qu'il puisse arracher sa liberté et sa souveraineté des mains de cette dictature qui n'a que trop duré. 53 ans, c'en est trop. L'heure de la liberté a sonné. Et sur le Gabon, une aurore se lève. Et bientôt, aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel sera digne d'envie. Merci à vous, Laurence Don. On va rapidement sortir de cet entretien avec vous et donner la parole, bien sûr, aux téléspectateurs de la télévision panafricaine pour qu'ils puissent, voilà, peut-être réagir. Ou si vous êtes disposé à répondre à quelques questions, pourquoi pas. Cela nous ferait énormément plaisir de pouvoir permettre qu'ils vous posent des questions et que vous puissiez également répondre. Le but ici, bien sûr, c'est de permettre, pourquoi pas, qu'il y ait une évolution afin que le Gabon ne puisse pas connaître un épisode comme celui de 2016 qui avait malheureusement, avec tous les drames que l'on a vécu en cette période-là. Voilà, les numéros de téléphone, merci à vous d'accepter de rester avec nous et de répondre à quelques questions de nos appelants. Voilà, le téléphone est donc ouvert, les différents numéros s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez donc nous retrouver sur le plateau pour réagir, peut-être autour du premier entretien que nous a accordé tout d'abord le vice-président Pierre Mangenga Moussavou. Vous pouvez aussi poser quelques questions à Laurence Don, qui est installée en multiplex et avec qui nous venons également d'avoir un échange sur ce plateau. Vous nous retrouvez donc en direct pour que nous puissions en parler. Et voilà, les différents numéros de téléphone sont donc au bas de votre écran. Nous vous attendons pour vos différentes réactions et commentaires pour un accès direct pour ceux qui souhaitent
Un accès direct, c'est le 237, bien sûr, 242 20 89 33 93, autant pour moi, pour nous retrouver donc directement sur le plateau. Ça va vous coûter un peu plus, mais cela vous permet d'avoir un accès direct pour pouvoir donc échanger avec nous dans le cadre de cette autre édition. Et voilà, il y a également un accès WhatsApp pour ceux qui auraient une importante connexion Internet. Vous pouvez donc nous retrouver via ce canal également. Bonsoir et bienvenue. Nous avons un premier appelant. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct. Bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Thierry. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thierry. Bienvenue. Alors, j'ai une question pour madame Laurence. Après ce qui s'est passé en 2016 au Gabon, après tout ce qui s'est passé après l'élection, le change de la communauté internationale, comment aujourd'hui vous faire une solution de la société civile pour 2023? Comment ils pourront encore participer dans la décision en 2023? Parce que le ministre de l'Unité, c'est la question quand même. Mais après, on a vu que ce travail a été passé d'un coup de main. Donc, comment en 2023, on pourra faire en sorte que la situation soit différente? Mal à pouvoir vous suivre et donc à pouvoir écouter le sens de votre question. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti. Bon, tout en espérant que Madame Don a compris le sens de votre question, on va poursuivre et donner la parole à un autre intervenant. Au cas au contraire, vous serez obligé de revenir à l'antenne pour mieux préciser justement le sens. En attendant... Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, repréciser le sens de votre question? De ma question. Quelle est la stratégie de l'opposition et de la société civile pour éviter les erreurs de 2003? Malheureusement, la qualité ne nous permet toujours pas donc de vous écouter normalement et donc de pouvoir saisir le sens. On va donner la parole à d'autres intervenants pour d'autres questions, pourquoi pas, ou alors pour d'autres réactions. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà malheureusement quelques difficultés. Je ne sais pas, Laurence Don, je vous relance. Je ne sais pas si vous avez saisi le sens de la question de notre téléspectateur. Il a insisté à 2 reprises, mais on n'a pas, enfin ici au plateau central, on n'a pas vraiment suivi. Avez-vous suivi le sens de la question? Entendre, c'est quelle est la stratégie pour 2023, qu'est-ce qui va être fait pour d'ici 2023. Premièrement, je pense qu'un plateau télé n'est pas l'endroit pour parler de stratégie. Tout ce que nous disons, c'est que le peuple gabonais veut et tient à se débarrasser du régime oppressif qui est sur sa tête depuis près de 53 ans. Et le peuple fera ce qu'il a à faire. Il y travaille. On a vu des progrès entre l'élection de 93 et celle de 2016. La mobilisation continuera de progresser jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif, la chute de la dictature. Merci à vous, Laurence Don. Vous avez un compatriote qui vous retrouve depuis le Gabon, c'est Dieudonné. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir. D'accord, je voulais savoir qu'est-ce que Madame Laurence Don pense de l'arrestation de Philippe Bertrand. Elle dit qu'il s'organise, mais en réalité, nous, on ne voit pas l'organisation sur le territoire gabonais. Les politiques aujourd'hui n'organisent pas les peuples. Ils parlent de manière internationale, ils parlent de manière diplomatique, mais sur le plan national, on arrête beaucoup de jeunes. On a arrêté dernièrement un jeune qu'on appelle Kofi Ondo. Il est en prison. Beaucoup de jeunes sont en prison. Qu'est-ce que vous faites véritablement, l'organisation? Quand nous on regarde, nous on observe le peuple, on ne voit pas une véritable organisation de l'opposition. On va libérer, oui, libérer, mais on veut voir que ça soit vraiment visible, qu'il y ait une organisation sur le terrain, pas sur la télévision, pas sur les médias, mais sur le terrain national, une véritable organisation. Voilà. Madame Don, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Vous avez été interpellé une fois de plus.
Je veux répondre à Dieudonné que, justement, il faut qu'on cesse d'être attentiste. Un peuple n'a pas besoin d'un sauveur pour se libérer. Un peuple se libère lui-même. Lui qui parle fait partie du peuple. S'il estime qu'il y a des failles et qu'il y a des choses qui devraient être faites, qu'il s'organise pour les faire. Et on attend qui? Le problème, c'est que chacun est en train de lancer la balle à l'autre en disant on attend que l'opposition... Mais lui, il peut se lever et décider. Lorsque nous nous sommes levés de là où nous sommes, c'est parce que nous nous sommes dit, nous sommes à l'étranger. Nous ne pouvons pas regarder notre pays se détruire sans rien faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce que nous pouvons faire de là où nous sommes, c'est interpeller, parler de la situation de notre pays, rappeler au monde la tragédie que vit le peuple gabonais. Parce que les dictateurs font le mal dans leur pays, mais ils s'achètent à prix d'or une image à l'extérieur. Ils payent des médias internationaux pour vendre une certaine image de ce qu'ils ne sont pas. Donc, rappeler au monde ce qu'ils sont réellement, porte atteinte à leur stratégie, porte atteinte à l'image qu'ils veulent se donner. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais ceux qui sont au Gabon, qui vous empêche de vous organiser? Vous attendez qui? Un sauveur ne viendra pas. Un peuple ne se sauve pas. Un peuple se libère. Vous êtes capable de vous organiser dans les quartiers, dans les villages. Si vous estimez qu'il faut prendre la tête d'une structure, d'une organisation, prendre des jeunes pour réclamer la libération d'un autre jeune, mais faites-le. Faites-le. Chacun doit se sentir responsable de la situation dans laquelle se trouve se sentir responsable de la libération de notre pays. C'est à l'unisson que nous allons y arriver. C'est chacun là où il est, faisant ce qu'il peut, que nous allons arriver ensemble à bout de cette dictature. N'attendez pas un sauveur. Je l'ai dit tout à l'heure, on a trop longtemps personnalisé les luttes. On ne lutte pas pour quelqu'un. On ne lutte pas derrière quelqu'un. On lutte parce qu'on a ses propres convictions, parce qu'on a un idéal pour son pays, parce qu'on a un idéal pour son avenir, parce qu'on a un idéal pour sa propre vie et qu'on estime que les conditions dans lesquelles on est ne sont plus acceptables et qu'il faut les changer. Alors Dieudonné, les conditions dans lesquelles vous êtes vous paraissent insupportables. La situation des jeunes dans votre pays vous paraît insupportable. Les arrestations arbitraires, elles sont insupportables. Organisez-vous. Faites ce qu'il y a à faire. Et lorsque vous ferez ce qu'il y a à faire, vos actions rejoindront les miennes. Elles rejoindront celles de tous ceux qui se battent quelque part et qui ne sont peut-être pas connus. Parce qu'il y a des actions qui sont faites mais qui ne sont pas forcément médiatisées. Il y en a qui se battent et qui n'ont pas la même visibilité, qui n'ont pas une certaine aura. Mais ils se battent quand même. Et c'est chacun là où il est, en faisant sa part, que nous allons y arriver. Arrêtons de nous indexer. Arrêtons de nous accuser. Arrêtons d'attendre que les autres fassent. Que chacun prenne ses responsabilités et se dise, de là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Faites-le. Et la jonction de toutes nos actions, la mise en commun de toutes nos actions, nous mènera à la victoire. À vous, Laurence, donc. Alors, permettez que l'on prenne Paul très rapidement. Il a peu de moyens depuis Douala au Cameroun. Paul, bienvenue. Allez-y très rapidement. Nous vous écoutons. Monsieur Guy Fondon. Bon, madame, je vous encourage beaucoup, et moi, je n'ai pas de questions à vous poser. Je vous encourage beaucoup dans votre lutte, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu ce que le Gabon enquête à tout ce que tous les panafricains sont en train de refuser l'homosexualité. Ça a été accepté au Gabon à cause de la corruption. Nous avons vu comment le président, tout dernièrement, quand votre gouvernement s'est assis, ils ont accepté les vaccins, alors que les vaccins n'apportent rien aux Gabonais. Je ne sais pas combien ils ont eu comme enveloppe pour accepter les vaccins. Tous les pays africains sont en train de se mettre ensemble pour refouler le vaccin, mais au Gabon, c'est déjà accepté. Bon, c'est un coup de gueule que je donne, hein, même par rapport au président sénégalais qui a accepté le vaccin. Vous allez m'accepter ça, même le président de Guinée-Conakry. Vraiment, je ne sais pas combien ces présidents ont encaissé pour exposer leur population à la vaccination. Beaucoup de courage, madame, nous sommes derrière vous. Nous sommes tous africains maintenant, que ce soit un problème camerounais, que ce soit un problème nigérian, que ce soit un problème sénégalais, que ce soit un problème burkinabé. Nous devons nous mettre ensemble pour défendre les peuples africains. Beaucoup de courage, madame.
Merci. Merci à vous. Peut-être un mot, Laurence Don, avant de prendre le prochain intervenant, un mot à l'endroit du précédent téléspectateur. Peut-être Ben, aujourd'hui, il est clair que la priorité doit être donnée à ce que les peuples veulent. Une minorité ne peut plus décider et imposer au peuple ce qu'ils veulent. C'est le peuple qui est souverain. Et même dans un pays, la loi doit évoluer en tenant compte de ce que la société, de ce qui est normal dans la société. On ne peut pas aller plus vite que la musique et vouloir imposer au peuple ce qu'il ne conçoit pas comme étant acceptable. Et donc, c'est important de revenir toujours au respect de la souveraineté et de la dignité des peuples. Et c'est une bonne chose que les forces puissent être jointes et que nous puissions parler d'une même voix pour défendre la souveraineté des peuples africains. Merci à vous. Et directement, nous allons au Gabon où on a Landry qui nous retrouve très certainement pour des questions adressées à Laurence Don. Landry, bienvenue. Poser deux questions à Laurence. Bonsoir tout le monde. Oui, je voulais poser une question à Laurence, c'est quand même fondamental. Est-ce que dans la classe politique actuelle, d'abord, nous n'avons pas un problème générationnel quand même? Parce que les opposants là, aujourd'hui, ils sont à gauche, demain, ils sont à droite, ils ont tous fait des enfants avec la famille Bongo, ils ont tous des liens, que ce soit familial, ésotérique dans les obédiences spirituelles, etc. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui condamne le Gabon? Maintenant, je voulais revenir à Guy sur le problème de l'opposition et muselée au Gabon. Et en ce moment, actuellement, Ali Bongo, c'est comme la Gestapo. Si tu dis quelque chose contre le pouvoir, tu es arrêté. Les rassemblements sont interdits. Les gens sont privés de toutes les libertés. Si tu peux dire quelque chose sur Facebook qui va en compte du pouvoir, tu es filé. Donc voilà, c'est un peu ça ma participation. Merci à vous pour votre contribution. Voilà, élément de réponse. Madame Don, d'abord, oui. Alors, malheureusement, je n'ai pas entendu la fin de la question de Alors, Landry, je reprécise la question de Landry. Voilà, je reprécise la question de Landry. Landry se demande si le problème gabonais aujourd'hui n'est pas un problème générationnel, parce que selon lui, il y a comme une impression que tout le monde connaît un peu tout le monde et avec tout le monde, et que finalement ce sont les mêmes personnes qui appartiennent aux mêmes loges parfois, qui se retrouvent confrontées dans les mêmes situations, et il se demande si finalement l'intérêt du peuple gabonais pourrait transpirer d'une telle configuration, quand on voit qu'au final ça peut toujours être les intérêts justement des mêmes personnes. Je vais retourner la question à Landry. Est-ce qu'il a été avec le pouvoir? Est-ce qu'il a des enfants avec le régime? Est-ce qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre avec ce pouvoir? S'il me répond non, il est donc en mesure d'incarner l'opposition qu'il appelle. Il faut qu'on arrête d'attendre. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour nous lever pour notre pays. L'opposition n'appartient à personne. Le Gabon n'appartient à personne en même temps qu'il appartient à nous tous. Si vous estimez qu'il y a besoin d'un renouvellement de la classe politique, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vous positionner et de décider de commencer à incarner le changement que vous voulez voir? C'est le sens de notre engagement. La politique, c'est quoi? C'est Thomas Sankara qui disait « On ne se lève pas pour devenir président de la République ou pour devenir ministre. On se lève parce qu'il y a une situation à changer. » Nous nous sommes levés. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas d'acquaintance avec le pouvoir. Mon père n'a jamais été ministre. Je n'ai jamais été ministre. Et je n'ai pas attendu l'autorisation de qui que ce soit pour me lever et dire « Il faut que je défende ma patrie pour changer les vies de mes compatriotes. » Et d'autres pensent pareil. Alors, n'attendez pas. Vous attendez la permission de qui? Vous attendez l'autorisation de qui? Vous attendez l'autorisation de qui? Si vous estimez que les choses ne vous conviennent pas, changez-les. N'attendez pas. Agissez. Organisez-vous. Rosa Parks aux États-Unis, lorsqu'elle a décidé de s'asseoir dans ce bus et de confronter
les lois raciales qui étaient en vigueur, elle savait que derrière, elle serait punie. Mais elle en avait marre. Lorsqu'elle a dit « je suis fatiguée », elle n'était pas fatiguée simplement de sa journée de travail. Elle était fatiguée du racisme ambiant. Elle était fatiguée de la ségrégation raciale. Et elle a décidé toute seule, petite femme qu'elle était, de braver les lois de la ségrégation raciale. Et à partir d'elle, le mouvement des droits civiques est né. On connaît Martin Luther King, mais ça a commencé avec Rosa Parks, une petite femme qui a décidé de s'asseoir dans un bus alors que cela lui était interdit. Alors, vous avez une situation devant vous. C'est de votre pays qu'il s'agit. C'est de vos vies qu'il s'agit. Oui, une partie de la classe politique aujourd'hui est vieillissante. Prenez le relais. Personne ne vous en empêche. Merci. Voilà, Landré, vous avez eu vos éléments de réponse. On va rapidement donner la parole cette fois-ci à Jean qui est aux États-Unis. Bonsoir Jean, vous nous retrouvez avec une question très certainement pour Laurence Ndong. Nous vous écoutons. Oui, alors bonsoir Guy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame. Et aussi bonsoir aux premiers invités gabonais. Bonsoir Guy. Merci pour le travail que vous faites. Bonsoir aussi aux techniciens. Et tous ceux que vous invitez, c'est pour le peuple africain. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne davantage. Alors, Madame Laurent, vous avez cité certains personnages pour les Noirs. Et vous pensez prendre des exemples de ceux-là. Mais nous savons la position de ceux que vous venez de citer par rapport aux oppresseurs. Et l'oppresseur principal, c'est le système impérialiste. Alors, madame, vous parlez d'opposition au Gabon, hein, dans tout votre discours, nous n'avons pas écouté la main qui est ce régime que vous appelez dictateur en France. Et vous savez aujourd'hui à quel degré la France a la même mise sur le Gabon, sur le Togo, sur la Côte d'Ivoire. Vous pensez libérer votre pays sans dénoncer cette main lourde qui impose tout à votre pays? Ou bien vous voulez seulement faire semblant comme les autres oppositions et s'allier à cette main lourde pour gouverner votre pays et ainsi vous pensez libérer votre pays? Bon, c'est la question que moi je vais vous poser parce que les mots dont souffre la population de la sous-région, y compris le Gabon, sont des mots criés. À l'intérêt et de manipulateurs et de diviseurs. Vous ne faites pas cas de ces choses-là pour la jeunesse. Voilà mes inquiétudes. Vous bénissez, nous sommes en guerre contre ces alliés. Répondre, mais rappelez que vous avez déjà apporté un premier élément de réponse tout à l'heure quand vous avez précisé que la souveraineté aujourd'hui est celle du peuple gabonais et que seul le peuple gabonais décide de son sort. Oui. Les problèmes de l'Afrique, comme la plupart des problèmes, sont multifactoriels. Nous nous attaquons à un problème systémique. Et donc, lorsqu'un problème est systémique, ça veut dire que un système, c'est quoi? En biologie, un système, c'est un ensemble d'organes qui collaborent pour assurer une fonction. Nous disons que la situation de l'Afrique aujourd'hui est la somme d'un certain nombre d'organes, d'un certain nombre de collaborations. L'impérialisme a certainement sa part. Mais dites-moi, lorsqu'un ministre décide de détourner le budget de l'éducation nationale de son pays, qu'il le prend pour aller le mettre dans un paradis fiscal, et que dans le même temps, il côtoie chaque jour dans son propre pays ses petits frères, ses petites sœurs, ses cousins, ses cousines, les enfants de son village qui ne vont pas à l'école, sachant que lui, il a détourné l'argent qu'il devait les envoyer à l'école pour lui-même. Il a reçu un coup de fil de qui? Il le fait au nom de quel impérialisme?
Lorsqu'on doit construire une route et que l'argent qui devrait construire la route est bel et bien mis à disposition, mais que les citoyens du pays qui doivent construire la route détournent cet argent, ils le font au nom de quel impérialisme? Ils le font au nom de qui? Au Gabon, lorsque la France a pris ses intérêts, Total qui a d'ailleurs quitté le Gabon, a pris sa part. Les fonds du franc CFA, les fonds du compte d'exploitation sont sur du franc CFA sont en France. Il y a encore 3 000 milliards de francs CFA qui rentrent dans le budget de l'État gabonais. L'État gabonais, c'est 3 000 milliards de francs CFA en moyenne. Ça veut dire qu'entre 2009 et 2019, le régime gabonais a géré près de 30 000 milliards de francs CFA sans construire une école, une route, un hôpital. L'impérialisme a sa part de responsabilité. Mais l'impérialisme ne peut pas nous faire oublier, nous faire passer ces gens qui pillent leur propre pays. Pour moi, ils sont pires que les autres parce que eux, ils font du mal à leur propre peuple. Lorsqu'on préfère acheter un 4x4 à 100 millions, alors que 100 millions, c'est le prix d'un scanner, et que dans tout Libreville, il y a un seul scanner pour les hôpitaux. Ils le font au nom de qui? Qui les envoie? Aujourd'hui, au Gabon, toutes les écoles publiques, il n'y a pas une seule école publique qui a des toilettes décentes. Ali Bongo lui-même l'a dit. Les enfants gabonais font leurs besoins dans l'herbe comme des animaux. Qui les a empêchés de construire des toilettes quand ils ont construit l'école? Les détournements de fonds. Les détournements de fonds sont le fait de Gabonais eux-mêmes. L'impérialisme se couche sur le lit de notre égoïsme, sur le lit de notre manque de patriotisme, sur le lit de notre manque d'intérêt pour nos semblables, pour nos propres compatriotes. Si quelqu'un vient chez vous et s'en prend à votre famille, il viole vos enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le laisser partir au motif que ce n'est pas lui le responsable, il a été envoyé, qu'il y a un commanditaire? On va se charger de l'exécutant. Et en affaiblissant considérablement l'exécutant, on n'affaiblit pas son commanditaire. Voici le sens, nous, de notre combat. Le peuple doit supplanter justement toutes ces choses-là en se levant. Et lorsque le peuple est mobilisé, la France ou n'importe quelle autre puissance ne peut pas lui résister et ne peut pas aller à son encontre. Notre responsabilité à nous, c'est d'organiser notre peuple pour qu'il mette à terre ceux qui sont complices. Parce que souvent, on présente ces gens comme s'ils étaient de simples marionnettes, ils obéissent aux impérialistes. Ce ne sont pas des marionnettes. C'est une mafia internationale dont ils sont les composantes. Et ils sont pires que les autres parce qu'ils acceptent de piller leur propre peuple. Ils côtoient chaque jour dans l'indifférence la plus absolue la misère de leur peuple. Misère à laquelle eux-mêmes sont confrontés. Parce qu'on l'a vu avec la Covid-19. Les frontières étaient fermées. On les a vus mourir dans les hôpitaux. L'ancien premier ministre Issosin Gondé est mort au Gabon à l'hôpital général parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Mais quand il était premier ministre, l'hôpital général, le syndicat des médecins, lui a soumis le problème du dioxygène à l'hôpital général. Il fallait 300 millions pour réparer cela. Ils n'ont pas mis l'argent à disposition. Et pourtant, chaque année, le budget de l'État gabonais, c'est 3 000 milliards de francs CFA. Vous pensez qu'ils reçoivent un coup de fil pour leur dire ne réparez pas l'oxygène à l'hôpital général? Ils reçoivent un coup de fil qui leur dit ne construisez pas les routes, ne construisez pas les hôpitaux. Lorsque les policiers dans nos pays, au Cameroun, au Gabon, ouvrent le feu sur des civils non armés qui sont en train de manifester, ils reçoivent un coup de fil de l'étranger qui leur dit tirez sur vos compatriotes. Ils n'ont pas le bon sens, ils n'ont pas ils n'ont pas, comment dire ça, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas le libre arbitre pour pouvoir dire non, ça nous ne le voulons pas, ça nous ne pouvons pas le faire, il s'agit de notre peuple. Je n'ignore pas l'impérialisme. Mais je sais une chose, c'est que l'impérialisme, tant qu'elle aura des complices chez nous, continuera de nous asservir. Et nous devons œuvrer pour qu'au milieu de nous, il n'y ait plus de complicité. C'est seulement à ce prix-là
que nous aurons notre réelle indépendance, que nous aurons notre réelle souveraineté. Alors, je ne veux pas aigrir la jeunesse africaine. Je ne veux pas dire à la jeunesse africaine que son problème, c'est les autres, que son problème, c'est l'Occident. Je veux dire à la jeunesse africaine qu'elle est responsable de son destin. Et si elle décide de se prendre en main, elle viendra à bout de toute forme d'oppression. Que cette oppression soit interne ou externe. Voilà ce que moi je dis à la jeunesse africaine. Parce qu'au moment où nous parlons d'impérialisme, et si moi je vais terminer, parce qu'on parle beaucoup de cette question, est-ce que vous réalisez qu'à l'heure où nous parlons, des centaines de milliers de jeunes Africains meurent dans la Méditerranée? Ils meurent dans l'océan Atlantique parce qu'ils veulent rejoindre l'Europe, que nous décrivons comme étant la racine de tous nos maux. Pourquoi ils continuent de vouloir y aller? Parce que dans leur pays, ceux qui les gèrent sont indifférents à leur misère. Ils sont indifférents à leurs difficultés. Ils refusent d'offrir à cette jeunesse un avenir sur leur propre sol. Alors pendant que nous décrions l'Europe, pendant que nous décrions l'Occident, les jeunes Africains continuent de mourir pour aller en Occident. Alors moi je veux leur dire non, nous avons la responsabilité de notre continent, nous avons la responsabilité de nos pays. Et si nous nous organisons pour nous prendre en main, nous viendrons à bout de ces dirigeants corrompus qui sont complices de ceux qui nous oppriment de l'extérieur. Et nous y arriverons et nous les renverserons. Et nous serons beaucoup plus forts pour défendre nos propres intérêts et faire face à ce fameux impérialisme. Voilà moi mon positionnement. Et c'est pour cela que je me bats. Et donc je suis là pour dire aux Africains, prenons-nous en main. Nous avons la capacité de prendre en main notre continent. Et lorsque nous l'aurons fait et que nous aurons eu des peuples forts, aucune nation, quelle qu'elle soit, aucun oppresseur ne peut arriver à bout d'un peuple uni, d'un peuple fort, un peuple qui sait ce qu'il veut. Merci à vous, Laurence Ndong. Je vous souhaite je vous dis merci d'être passé ce soir. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente soirée là-bas sur place à Paris. Et rappelez que nous vous recevons toujours avec grand plaisir sur les antennes d'Afrique Média. Merci beaucoup. Excellente soirée. Merci aux téléspectateurs et aux auditeurs. Merci.